Précédemment dans Mangaverse, Monsieur Mangas a volé un film au Kiku Kiku, lançant ainsi une critique sur Mamoru Hosoda. Et alors qu'il finit sa critique, un intrus entre dans le Mangas Bunker. Mais qui est-il? Vous le saurez après le générique. Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le Mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Bon, alors, vous êtes qui? Oui, c'est vrai, vous êtes qui, vous? Je m'appelle Urai. Sam Urai. Comme la sauce. Enchanté, moi c'est Monsieur Mangas. Et moi, je m'appelle Roberto. Je le sais très bien. Et c'est parce que vous êtes un guerrier mangas que je suis venu vous voir. Ah bon? En quel honneur? Oui, c'est vrai, ça. En quel honneur. Toi, tu la fermes jusqu'au prochain épisode, d'accord? En l'honneur qu'il va falloir que je vous raconte ma vie. Je viens d'une lointaine région du Mangaverse. J'avais un maître. Il protégeait 7 grands mangas. Et un jour, l'un de ses disciples, un de mes amis, a tué mon maître et volé les 7 mangas. Depuis, je parcours le Mangaverse à la recherche de ce traître. Et donc je suis ici aujourd'hui pour que vous critiquiez Basilisk. Critiquer Basilisk? Ouais, pourquoi pas? Bah, c'est parti pour la critique de Basilisk. Basilisk est un manga dessiné par Segawa Masaki, adaptant le roman de Yamada Futaro. Le manga a été prépublié de février 2003 à juillet 2004 dans le Young Magazine. Et en France, c'est Kurokawa qui nous a édité les 5 tomes. Et la série a été adaptée en 2005 par le studio Gonzo. Allez, résumé. Lorsque le seigneur féodal Ieyasu Tokugawa se trouve dans l'incapacité de décider lequel de ses 2 fils devra le remplacer à la tête de l'Empire, son conseiller lui suggère un concours pour le moins atypique. Il suffit de laisser les 2 clans ninja de l'empereur, le clan de la province d'Iga et celui de la province de Koga, se battre à mort, avec 10 ninjas de chaque clan combattant pour l'un des 2 fils. Le clan vainqueur déterminera qui succédera au trône. Cependant, au milieu de cette guerre, une chose va se compliquer. Les héritiers des 2 clans, Genosuke de Koga et Oboro d'Iga, sont fous amoureux. Alors pour commencer à parler de Basilisk, j'aimerais déjà remettre le manga dans son contexte. Le manga a commencé en 2003. Et à cette époque, il y avait un autre manga de ninja ultra populaire, et encore aujourd'hui, ultra populaire, dont l'adaptation animée venait à peine de commencer, depuis octobre 2002. Donc vous savez de qui je parle de Naruto. Et ce qui est marrant, c'est que Basilisk, dans son ensemble, donc dans les 5 tomes, en termes d'ambiance, ça rappelle pas mal le début de Naruto, du l'arc de Zabuza jusqu'à l'examen Chunin. On a une atmosphère sombre avec des duels techniques bien plus basés sur la ruse que sur celui qui va balancer le plus de Rasengan. Sans vouloir trop m'étaler sur Naruto, vous allez retrouver des techniques similaires aux 2 œuvres, normales, les 2 partagent une origine similaire, le folklore ninja. Mais là où Naruto est parti sur un délire bien plus pulp, avec des ninjas au look flashy et aux techniques surhumaines, Basilisk a fait le choix de rester dans le traditionnel. Des looks aux techniques, on est bien plus dans cette idée qu'on a des ninjas, à savoir des assassins discrets et méthodiques. Pas des mecs en couleur orange qui courent partout et qui balancent des grosses bombes. Et ces assassinats discrets et méthodiques, c'est ce qui va être au cœur des duels de la série. Basilisk, pour faire simple, c'est un battle royale, entre 10 ninjas de 2 clans, donc au total 20 ninjas, chacun avec sa technique unique, qu'il va confronter à d'autres ninjas. Sur le papier, ça vous vend du rêve, n'est-ce pas? Alors je tiens tout de suite à le dire, ne vous attendez pas à une série tournoi avec un enchaînement de duels. C'est clairement pas le délire de Basilisk. On est sur des duels de ninjas discrets et méthodiques, où les duels sont plus proches de l'assassinat que de l'affrontement épique. Quelquefois, on a des duels impressionnants entre un papy qui peut allonger ses bras et un homme dont le corps, il est pareil à un ballon de baudruche. Mais le plus souvent, on aura le droit à des duels en surnombre ou des coups dans le dos. Je le rappelle, ce sont des ninjas, des assassins qui évoluent dans l'ombre. Ils ont perfectionné des techniques allant dans ce sens. Pourquoi attaquer de front quand t'as une technique qui te permet de changer de visage ou de passer à travers les murs? C'est souvent amené dans la série, ils ont beau être nombreux
et avoir des techniques plus ou moins dangereuses en fonction de la situation. Si l'adversaire a un truc over-cheaté, ils sont dans la merde. Le but c'est même pas de tuer son adversaire, c'est de savoir ses techniques pour ensuite trouver un moyen de le tuer. Et tant que j'y suis à parler des techniques ninja, il y a un point qui peut faire tiquer les gens. C'est au niveau des techniques des femmes ninja, ou kunoichi. Ce sont les seuls à avoir des techniques en lien avec l'érotisme. Akeginu, pour déclencher sa technique, elle doit se montrer sein à l'air. Enfin ça, c'est que dans le manga. Le pouvoir de Koi, ça va aussi dans ce sens-là, où elle doit mettre sa peau en contact de son adversaire pour que ça se déclenche. Et Kagero, sa technique, c'est en lien avec un baiser. Mais leur technique, ça va dans le sens de ce que je disais avant, le folklore ninja. Les kunoichi étaient certes des assassins, mais avaient aussi des missions plus axées sur la manipulation ou la séduction. Ce qui est en accord avec leur technique. En plus, parmi les 20 personnages, c'est souvent les personnages féminins qui ont le plus de développement, avec des histoires tragiques autour d'elles. Mention spéciale à Kagero. Et maintenant que j'aborde le sujet des développements de personnages, vous devriez vous poser une question. Au vu du nombre de personnages, je le rappelle, 20 ninjas, et de la longueur de la série, je le rappelle, 5 tomes, vous devriez vous poser la question, comment on développe autant de personnages avec aussi peu de temps? Et là, je vous réponds, Battle Royale. Dans tous les Battle Royale, on développe presque jamais les premières cibles. Ici, c'est pareil. Pour presque tous les ninjas, on a juste un début de background. Et on n'en saura jamais plus que ce qu'on voit. Par exemple, les doyens Koga et Iga, merci l'anime de leur avoir donné de la profondeur. Et des persos comme Jubai Jimuchi, l'astrologue, je pensais en apprendre sur lui, au vu de son apparence et de son métier. Bah au final, non. Sa vie, je la résume aux quelques lignes que je viens de dire. Et ça, c'est pareil pour presque tous les personnages. Merci les apparences très marquées de chacun des ninjas qui les rend uniques, ainsi que les morts toutes monstrueuses qui vont rester gravées en vous comme un mariage pourpre. Même s'il n'y a pas un background hyper approfondi sur les 20 ninjas, il y a tout de même un truc très sympa. C'est que parmi les 20 ninjas des deux clans, il y en a certains qui partagent des liens familiaux, frères et sœurs, parents-enfants, amoureux. Et forcément, la mort va s'abattre sur eux. Et c'est là que la série va développer certains personnages pour nous livrer un enchevêtrement de vengeance. Avec un tel qui veut venger sa copine, mais en le tuant, il va causer de la peine à un frère qui va vouloir venger sa sœur. Un cercle vicieux de vengeance. Et vu que les 10 ninjas de chaque clan se connaissent tous, forcément, Dame Vengeance n'est jamais très loin. Et au milieu de tout ça, on a nos Roméo et Juliette. Car cette série, c'est vraiment cette pièce de Shakespeare façon Soleil Levant, avec deux clans qui veulent s'entretuer. Et deux amoureux qui veulent la paix, mais le destin en a décidé autrement. Genosuke et Oboro. C'est eux les personnages principaux de cette œuvre. Si les 18 autres ninjas sont peu développés, c'est parce que c'est eux les personnages centraux. C'est eux qu'on va suivre. On va voir leur évolution et comment leur amour va perdurer alors que leurs amis, leurs proches, s'entre-déchirent et meurent sous leurs yeux. Alors là, on va rentrer dans une zone spoiler, donc ceux qui n'ont pas encore lu ou vu Basilisk et qui n'ont pas envie de se faire gâcher la fin, il y a un timecode qui apparaît ici ou ici, allez-y, on se retrouve dans quelques minutes. Parmi les nombreuses techniques ninja qu'on va nous montrer, nos deux personnages principaux sont ceux ayant les plus pétés. Oboro, d'un simple regard, peut annuler n'importe quelle technique ninja. Et Genosuke peut, d'un simple regard, te tuer. Leurs techniques oculaires sont ultra pétées, ultra puissantes, ultra impressionnantes, et en plus, elles s'entre-annulent. Parce que Oboro annule n'importe quelle technique ninja, donc même celle de Genosuke, et Genosuke peut tuer n'importe qui, sauf Oboro. J'ai beaucoup aimé cette idée de sceller leurs yeux très tôt dans l'affrontement pour limiter leur implication. Parce que forcément, un mec qui peut te one-shot à chaque fois, c'est pas drôle. Mais aussi, c'est hyper symbolique, parce que après le départ de Genosuke, Oboro va sceller ses yeux. Et un tout petit peu après, Genosuke va aussi avoir les yeux scellés. Ils vont passer une bonne partie du manga aveugles, et retrouveront la vue qu'une fois seuls, qu'une fois que tout leur clan sera décimé, qu'il ne restera plus que
Oboro d'Iga et Genosuke de Koga. Après 7 jours dans le noir, ils se reverront une toute dernière fois dans un affrontement final, finissant comme les amants Montaigu et Capulet en se tuant l'un après l'autre. Ah, c'est beau l'amour. Ne soyez jamais amoureux. Alors, je l'ai mentionné en début de vidéo, à l'origine, Basilisk est un roman écrit par Futaro Yamada. J'ai eu l'occasion de lire le livre, et le manga suit fidèlement son déroulé. Il rajoute même un chapitre préquel pour donner du relief aux personnages qui en ont pas forcément. Mais le mangaka n'a sûrement pas voulu s'écarter du livre, pour ça qu'on a des personnages qui ont le même développement que dans le livre, à savoir presque aucun. Le seul truc qui a enlevé le manga, c'est l'aspect politique de l'affrontement. C'est un tout petit peu dit dans le manga que Tokugawa hésite entre ses deux héritiers, mais il dit pas pourquoi. Dans le roman, c'est expliqué que l'aîné, c'est un teubé, et que le plus intelligent, c'est le cadet. Mais donc, il devrait choisir l'aîné, c'est logique, mais en fait, il veut choisir le cadet. Donc c'est un peu compliqué pour Tokugawa. Et en plus de ça, s'il voudrait faire un véritable affrontement de samouraïs, ben il serait dans la merde parce qu'il y a son rival Toyotomi qui est pas loin derrière. Après avoir parlé du manga Basilisk et du roman d'origine, il est temps de parler du dessin. Je trouve qu'à ce niveau-là, la série a pas mal de problèmes. L'auteur a utilisé le même procédé que Hiroya Oku, l'auteur de Gantz, à savoir le recours à du numérique pour les décors. J'ai rien contre cette utilisation, mais les décors souffrent cruellement de cette technique, les rendant quelconques. Et les personnages sont bien dessinés, mais la transition entre eux et les décors est brutale. C'est aussi le cas dans Gantz, mais ce manga a des décors urbains, ça passe. Ici, on est surtout dans de la forêt. Ça fait bizarre à voir. Au final, ça donne l'impression que le manga a été dessiné sur un fond vert, mais un fond vert de merde. Pour le reste, au niveau des combats, j'ai rien à dire. Le découpage fait le taf, les affrontements sont rythmés, avec la diversité des pouvoirs, on n'a jamais l'impression de voir 2 fois le même duel, et pour la technique oculaire de Genosuke, je trouve que l'utilisation du numérique donne un vrai cachet à son pouvoir. Ça va? Oui, c'est juste un tic nerveux quand je ne suis pas content. Parlons maintenant de l'animé. Basilisk a été adapté par le studio Gonzo, presque 1 an après la fin du manga, adaptant les 34 chapitres répartis sur 5 tomes en 24 épisodes, dont un épisode récap. Sans être très fort en mathématiques, on remarque qu'on va avoir environ un chapitre et demi adapté par épisode. Et comme je vous ai dit que la série est quasiment constituée que de combats, vous sentez que ça va être soit très lent et long, soit rempli d'épisodes de remplissage. Et c'est une bonne chose. Tout ce que j'ai reproché avant est corrigé ici. La série garde les mêmes duels, mais on a beaucoup plus de moments intimes, de flashbacks sur les personnages, renforçant ainsi leur background. Alors pour certains, on va pas en apprendre plus que dans le manga ou dans le roman. Mais pour d'autres, on va en apprendre bien plus, car l'anime leur offre un flashback qui va les approfondir. Par exemple, les doyens des clans Koga et Iga, Ogen et Danjo, dans le manga, ils s'entretuent dès le début du manga, puis basta. Dans l'anime, ils s'entretuent aussi. Mais on découvre qu'ils ont eu une histoire d'amour, qu'ils étaient les Genosuke et Oboro de leur temps, qu'ils auraient pu apporter la paix entre les clans ninja. Mais une opportunité de faire la guerre a détruit cette histoire, repoussant cette possible paix 2 générations plus tard. Ou pas. Et il y a aussi toute cette imagerie autour de la flûte de Genosuke, encore une fois une invention d'anime qui donne de la profondeur à l'histoire d'amour de Genosuke et Oboro. C'est bien, on termine sur une note positive avant de conclure. Comment dire? Alors, avant de conclure, je vais parler du film qui adapte à son tour le roman de Futaro Yamada et non le manga. En un mot, c'est pas bien. Mais genre pas bien du tout. Tellement que je pourrais consacrer une vidéo dessus de 20 minutes pour dire en quoi c'est pas bien. Mais en bref, ils ont réduit le nombre de ninjas de chaque clan à 5. Ce qui est une bonne chose parce que forcément en 1h30 tu peux pas développer 20 ninjas, donc 10 c'est pas trop mal. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont fait un drôle de mercato. Ils ont mis Kochiro du clan Iga dans le clan Koga. Et en plus ils ont changé ses pouvoirs.
Donc c'est même pas parce qu'ils disaient « Ah non, ceux du clan Koga, c'est compliqué à adapter », ben pourquoi vous mettez ce personnage qui a un pouvoir bizarre dans un autre clan avec un autre pouvoir? Je comprends pas. Quasiment toutes les relations entre les personnages sont oubliées, genre Yashamaru et Otarubi du clan Iga qui sont dans le film, ben c'est juste des ninjas, ils sont pas du tout amoureux. Et aussi, alors ça c'est juste subjectif, les designs, ils sont dégueulasses. Genre Nenki, ils en ont fait une sorte de vieux homme-loup dégueulasse, avec une fourrure sur le dos, il est ignoble. Et parmi tous ces trucs pas bien, nuls, bof bof, il y a l'histoire d'amour de Genosuke et Oboro, qui est bien plus Roméo et Juliette que dans le roman. Car ils s'aiment en secret. Leur relation est pas connue des clans Iga et Koga, un petit peu comme Roméo et Juliette. Ce qui fait que la guerre entre les clans, bah c'est encore plus dur pour eux parce que leurs clans, ils ignorent leur histoire d'amour. C'est vraiment l'une des seules bonnes idées du film. Parce que même la bonne idée que j'ai expliquée dans la zone spoiler, ils l'ont enlevée dans le film. Ce qui est totalement débile. En bref, matez si vous êtes curieux, mais en vrai, passez votre chemin. En conclusion, j'ai lu le roman Shinobi de Futaro Yamada. J'ai lu son adaptation en manga par Masaki Segawa, ainsi que l'adaptation en animé du manga, et malheureusement, j'ai aussi vu l'adaptation en film du roman. Le roman est sympa, quoique un petit peu court à mon goût, il fait à peine 250 pages, donc c'est vraiment un roman très light. Le film, oubliez-le. Très clairement, faut vraiment l'oublier. Le manga est cool, apportant un peu plus de contenu aux affrontements parce que dans le roman, souvent, c'est une ligne ou deux pour dire qu'ils ont tué tel ninja. Là, on a vraiment des affrontements qui sont montrés, qui sont détaillés sur plusieurs pages, avec en plus un peu plus de background sur certains personnages. Enfin, je vous conseille surtout de voir l'animé qui a appris du manga et a encore rajouté du background à certains personnages. Il a vraiment pris ce qui était bon dans le manga et l'a amplifié. C'est vraiment la version ultime du roman. Même si bon, il se base comme à la base sur le manga. Lisez le manga, il est très bien. 5 tomes, c'est une bonne série en 5 tomes. C'est court, c'est cool. Honnêtement, lisez le manga et regardez l'animé qui est une tuerie. Voilà, c'était Basilisk. Alors, t'en as pensé quoi, Sam? Hélas, ce manga n'était pas l'un des 7 que protégeait mon maître. Je vais devoir continuer à parcourir le mangaverse. Si par miracle tu trouves encore des mangas de ce genre, tu sais, la porte du Mangas Bunker, elle est toujours ouverte. Ah oui, avant de partir, on m'a demandé de te remettre ceci. Encore un manga? Mais je suis censé en faire quoi? On m'a juste dit que ça allait déclencher une intrigue. T'as entendu ça, Roberto? Ah oui, c'est vrai, tu dois parler que dans le prochain épisode.